Le sujet que je me propose de traiter devant vous est en lien avec celui qui est traité dans le rapport dont il vient d'être fait état et qui sera soumis aux parlementaires dans 2 jours, rapport qui est l'œuvre de Madame de Sutter. Néanmoins, il s'inscrit dans une perspective plus large et prend le problème en quelque sorte en amont. En effet, le rapport de Madame Sutter est centré sur la question de l'accès aux origines, du principe de l'accès aux origines en cas de don de gamètes, le principe de cet accès et la portée de cet accès. L'angle d'attaque qui est le mien est un petit peu différent. C'est le même que celui que j'avais adopté lorsque j'avais été auditionné, comme Monsieur le Président vient de le dire, par l'Assemblée nationale en France il y a quelques mois. Il s'agit de mesurer d'un point de vue juridique, et exclusivement juridique. Je suis professeur de droit, je ne suis pas anthropologue, je ne suis pas psychologue, je suis seulement un professeur de droit. Il s'agit d'analyser d'un point de vue juridique les conséquences de l'ouverture généralisée de la procréation médicalement assistée, PMA, sur le droit de la filiation. C'est un sujet assez large. J'ai 20 minutes pour le traiter, j'en dirai moins que ce que j'avais pu dire aux députés français. Néanmoins, pour aller vite, on peut partir d'un constat assez simple. Beaucoup de pays ont légitimé la pratique de la procréation médicalement assistée. Et parmi ces pays, un certain nombre l'ont ouvert assez largement, et même certains très largement. C'est le cas, ça n'est pas encore le cas de la France, puisque en l'état du droit positif, la PMA n'est admise en France pour le moment qu'au bénéfice de couples hétérosexuels en cas d'infertilité constatée, donc pour des raisons médicales. Mais, comme chacun le sait, je pense, ici, il est question, et fortement question, d'élargir, d'ouvrir la PMA aux femmes, aux couples de femmes, ainsi qu'aux femmes seules. Et donc, si ce projet voit le jour, on se trouvera en France dans la même situation que dans un certain nombre de pays où la PMA est, on peut le dire en quelque sorte, généralisée. Cette généralisation de la PMA, toujours dans l'ordre du constat, est de nature à ouvrir la voie à la GPA, la gestation pour autrui, même s'il y a un certain nombre de différences entre les 2 hypothèses, les arguments qui sont invoqués à l'appui de la généralisation de la PMA valent, en tout cas la plupart d'entre eux, pour l'ouverture de la GPA. Il est donc justifié, et en tout cas c'est mon propos, de réfléchir à la façon dont cette généralisation est susceptible d'influencer le droit de la filiation. Et je voudrais le faire en 2 temps. D'abord, en montrant que cette généralisation ne peut se faire qu'à travers une rupture complète avec les principes traditionnels du droit de la filiation, rupture qui est porteuse d'un certain nombre de dangers que je voudrais rappeler rapidement. Et en second lieu, je voudrais expliquer qu'en toute hypothèse, cette ouverture est, me paraît en tout cas, et de l'avis de beaucoup, contraire aux conventions internationales qui régissent la matière, en particulier à la Convention européenne des droits de l'homme et à la Convention internationale des droits de l'enfant. Parlons d'abord de la rupture avec les principes du droit de la filiation qu'impliquerait la généralisation de la PMA. On pourrait songer à une solution qui consisterait à faire en quelque sorte 2 droits de la filiation. Je m'exprime comme ça pour aller plus vite, même si ça n'est pas très juridique. On aurait un chapitre qui correspondrait au droit de la filiation actuel pour le cas des enfants nés sans recours à ces techniques. Et puis on aurait un autre chapitre ou un autre titre, comme on voudra, qui serait consacré à ces techniques-là.
et on aurait des règles différentes. La vérité est que ça n'est pas possible, ça n'est pas tenable. Et d'ailleurs, les partisans de l'ouverture de la PMA et de la GPA l'acceptent eux-mêmes. Que dis-je l'acceptent? Le revendiquent eux-mêmes. C'est un bouleversement du droit de la filiation qu'ils appellent. En quoi consiste ce bouleversement qui est revendiqué? Eh bien, c'est assez simple. En l'état actuel des choses, le droit de la filiation est principalement axé sur la biologie, sur le fait biologique qu'un homme est issu des spermatozoïdes d'un homme conçu par une femme qui est sa mère. Cette réalité biologique n'explique pas tout le droit de la filiation, il faut le dire par honnêteté. Il y a des règles du droit de la filiation, je n'ai pas le temps de l'expliquer, mais qui font appel à une réalité non plus biologique, mais sociologique. On va tenir compte, par exemple, de la façon dont l'enfant a été traité dans sa famille, en dehors de sa famille, pour en déduire un certain nombre de conséquences juridiques. Donc, je n'ai pas la prétention d'asséner que, pour le moment, c'est le tout biologique. Ce que je veux simplement dire, c'est que la transformation envisagée romprait tout lien avec la biologie. C'est ce qui est demandé, c'est ce qui est revendiqué. Sur quoi alors serait fondée la filiation? Eh bien, sur le consentement. Sur le seul consentement, tel qu'il s'exprime à travers un projet parental, c'est l'expression qui est utilisée. Donc, il n'y a plus à prendre en compte une réalité biologique qui est indifférente. Il faut simplement s'intéresser au projet parental. A priori, ce n'est pas impossible. Tout est possible pour le législateur. Les Anglais disent tout, le Parlement peut tout faire sauf changer un homme en femme. Comparaison qui mérite d'être peut-être versée au débat. Mais le législateur peut très certainement dire, eh bien, je romps complètement avec les principes qui fondent le droit de la filiation, je tiens compte uniquement de la volonté telle qu'elle s'exprime à travers ce projet parental. C'est possible, mais il faut bien en mesurer les conséquences. Et ces conséquences sont graves, pour ne pas dire dévastatrices. Je ne peux pas les évoquer toutes ici, je voudrais simplement en évoquer deux et faire une observation complémentaire qui me ramènera au rapport de Madame de Sutter. Première conséquence, première objection sérieuse qui en découle, si la filiation est fondée sur la seule volonté, il n'y a plus de possibilité de rechercher en justice à établir un lien de filiation paternelle ou maternelle. S'agissant de la PMA, c'est la filiation paternelle qui m'intéresse. Si la filiation est fondée sur la seule volonté, sur le seul consentement, il n'est évidemment pas question, chacun le comprend, d'aller pour l'enfant, quand il est devenu majeur, ou pour sa mère, tant que l'enfant est mineur, d'aller rechercher en justice la responsabilité du père pour faire établir un lien de filiation et en tirer des conséquences juridiques qui ne sont pas minces, en particulier l'obligation alimentaire, la participation de l'homme à l'éducation de l'enfant, à continuer par les droits successoraux et autres conséquences juridiques. Si on fonde le droit de la filiation exclusivement sur le consentement, il n'y a plus d'action en recherche de paternité naturelle possible. Et ça, moi je crois que c'est une grande régression. Je ne veux pas refaire toute l'histoire de l'action en recherche de paternité naturelle, au demeurant je ne pourrais la faire qu'en France, et je veux essayer de m'élever au-dessus du cas français. Mais enfin, depuis qu'elle existe, on a considéré que c'était un moyen d'assurer une sorte de progrès social, en fait, en responsabilisant les hommes, et en faisant en sorte que les femmes qui deviennent mères ne soient pas les seules à supporter les conséquences de la naissance. C'est tout simple. Alors, fonder la filiation uniquement sur le consentement fait disparaître cette garantie. Je ne vois pas là une marque de progrès social. Il y a une seconde conséquence qu'il faut bien mesurer en face. Si la filiation est fondée uniquement sur le consentement, alors le projet parental n'est pas forcément présenté par deux personnes. Il peut l'être par deux personnes, mais pourquoi pas trois? Pourquoi pas quatre? Certains penseront peut-être que c'est là fantasme, pur fantasme, mais la réalité c'est que ça existe déjà. Vous avez certaines lois qui admettent cette pluriparentalité. Par exemple, la loi de Colombie-Britannique, c'est une province qui est située à l'ouest du Canada,
admet la possibilité d'avoir 3 parents. J'ai regardé tout à l'heure, en surfant sur Internet, un reportage qui a été diffusé sur la chaîne de télévision franco-allemande Arte, il y a peu de temps. Reportage tourné aux Pays-Bas. Et là, on a 4 parents, un couple d'hommes homosexuels, un couple de lesbiennes, qui se prétendent, se veulent être les coparents, tous les 4, pour le moment, d'un enfant qui est né des spermatozoïdes de l'un des hommes et qui est né porté par une des 2 femmes, et qui expliquait devant la télévision qu'ils avaient programmé en quelque sorte un autre enfant. Celui-là serait issu du sperme de l'autre homme et serait porté par l'autre femme. Donc cette idée de pluriparentalité n'est pas le seul effet de l'imagination. Et on en voit même en vanter les mérites, en disant après tout c'est bien d'avoir 2 parents et pourquoi ça serait pas mieux d'en avoir 3 ou 4, on ne sait pas à quel chiffre il faut s'arrêter. Alors rien qu'avec ces exemples-là, on comprend la difficulté qu'on peut avoir à s'engager aussi nettement et aussi radicalement dans cette voie. Et puis l'observation complémentaire que je voudrais faire et qui nous ramène au rapport de Madame de Sutter, c'est à propos de l'accès aux origines. Je ne sais pas ce que décideront les parlementaires ici après-demain, mais en France, en tout cas, on considère que la CEDH, selon toute vraisemblance, garantira le droit d'accéder aux origines dans sa version la plus large. Et en France, on s'y prépare et le législateur est déjà prêt à le faire. Ça a été dit par les autorités officielles. Alors, bien sûr, le droit d'accéder aux origines, même s'il est conçu de façon assez large, n'implique pas nécessairement le droit d'établir un lien de filiation. Je le dis par honnêteté, ce sont 2 choses différentes. Une chose est d'accéder aux origines de son géniteur, une autre chose est d'établir avec ce géniteur un lien de filiation. Un juriste ne peut pas confondre les 2 choses. Il faudra voir quand même si ces 2 aspects sont aussi faciles à distinguer que cela. Et ce qui me donne à penser que ça n'est pas si facile, c'est que certains partisans de l'ouverture généralisée de la PMA, et aussi d'ailleurs de l'ouverture de la GPA, sont assez critiques sur cette, pas tous, mais certains sont assez critiques sur cette possibilité d'accéder aux origines. Et je lisais ce matin aussi, j'ai eu un peu de temps, un article qui a été publié dans le journal français Libération il y a quelques jours par un collègue français, professeur, maître de conférence à l'université de Nanterre, qui est vigoureusement contre ce droit d'accéder aux origines, parce que lui est pour un droit de la filiation totalement détaché de toute réalité biologique, et il considère que ouvrir le droit à accéder aux origines, c'est déjà une façon de réintroduire dans le système la biologie, alors qu'on a voulu l'en faire sortir. Je pense qu'il n'a pas complètement tort. Et que donc, même si juridiquement les 2 aspects doivent être distingués, il n'est pas certain qu'il n'y aura pas un chevauchement entre les 2, concrètement, pour être précis. Voilà un enfant devenu majeur qui aura accès à ses origines et qui va pouvoir savoir qui est son géniteur. Il va pouvoir le rencontrer, il va pouvoir avoir accès à son passé, à son histoire. Est-ce qu'il ne sera pas tenté d'aller plus loin? Est-ce qu'il acceptera que la loi lui prive d'aller plus loin? D'aller plus loin, y compris, je le dis parce qu'il faut être réaliste, je suis professeur de droit, y compris pour en tirer des conséquences juridiques, celles que j'évoquais tout à l'heure, y compris pour bénéficier d'une pension alimentaire, y compris pour avoir des droits dans la succession de cet homme-là. Ce sont des choses qui arriveront, c'est évident. Et donc, prétendre vraiment séparer l'accès aux origines et l'accès à la filiation, ça peut, dans certains cas en tout cas, se révéler difficile. Le deuxième aspect de ma démonstration porte sur la contrariété avec les conventions internationales. Dans la lecture que j'en fais, et que beaucoup en font, pas tous, mais dans la lecture que j'en fais,
l'ouverture généralisée de la PMA serait contraire aussi bien à la Convention européenne des droits de l'homme qu'à la Convention de New York, la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989. Pour ce qui concerne la Convention européenne des droits de l'homme, la refonte radicale que j'évoque et qui me paraît découler de l'ouverture généralisée de la PMA me paraît difficile à concilier avec l'article 8 de la Convention. Vous savez que cet article 8 garantit le droit au respect de la vie privée, de l'intimité familiale. Vous savez aussi que la CEDH en a tiré un certain nombre de conséquences. Et parmi celles qui nous intéressent ici, il y a précisément le droit d'accéder à ses origines. Et même dans certains arrêts, j'ai cité dans mon papier un arrêt de 2005, Canon contre France, et même en reconnaissant à l'enfant le droit à la reconnaissance juridique de sa filiation. Alors, évidemment, on peut discuter en disant le droit à voir reconnaître sa filiation, ça n'est pas nécessairement le droit de voir reconnaître sa filiation biologique. Mais le contexte du texte, l'esprit du texte, démontre que ça désigne bien la réalité biologique, et par conséquent, il me semble que l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, tel qu'il est interprété par la CEDH, milite contre l'ouverture généralisée de la PMA. C'est encore plus net, me semble-t-il, pour la deuxième convention dont je voudrais faire état, à savoir la Convention de New York. La CID, Convention internationale sur les droits de l'enfant. Deux dispositions méritent d'être versées ici au débat. D'abord, il y a l'article 3, paragraphe 1 de cette convention, qui dispose que, je cite, « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. » C'est le texte même de l'article 3, paragraphe 1 de la Convention de New York. Il y a plusieurs choses à noter dans cette disposition. D'abord, elle vise expressément les organes législatifs, vous l'avez noté en passant. Ça veut dire que l'intérêt de l'enfant doit être pris en compte, non seulement concrètement dans la mise en œuvre de la loi, par exemple devant les tribunaux, c'est dit expressément, ça va de soi, mais qu'elle doit être prise en compte aussi dans l'élaboration des lois, puisque ce sont les organes législatifs qui sont invités à prendre en compte l'intérêt de l'enfant. Il ne saurait y avoir aucun doute là-dessus. Ensuite, la formule un peu pléonastique, l'intérêt supérieur de l'enfant, commande d'en faire une considération primordiale, supérieure, primordiale, ça a une tournure un peu pléonastique, parce que c'est dire deux fois la même chose. Mais justement, cette tournure forte montre bien que lorsque l'intérêt de l'enfant est mis en balance avec un autre intérêt, ici l'intérêt du couple de femmes homosexuelles ou l'intérêt de la femme seule, la logique veut que ce soit l'intérêt de l'enfant qui l'emporte. En tout cas, que dans la balance des intérêts qui est faite entre les deux, la balance penche, en cas de doute, en faveur de l'enfant. Lorsqu'on sait que la Convention de New York est intégrée dans le corpus juridique de la CEDH, ça veut dire que logiquement cet article 3, paragraphe 1, à lui seul devrait déjà être de nature à faire obstacle à cette généralisation de la PMA. Mais il y a aussi par ailleurs l'article 7, paragraphe 1 de cette même convention. L'enfant, je cite l'article, je le lis, l'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci
le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. C'est une disposition qui, me semble-t-il, milite clairement contre la généralisation de la PMA. C'est une disposition qui gêne beaucoup les partisans de la PMA et aussi de la GPA. Elle les gêne beaucoup et c'est pourquoi ils essaient d'en restreindre la portée avec des arguments, je n'ai pas le temps de les exposer tous, mais qui ne sont pas tous convaincants, ils s'en foutent beaucoup. Par exemple, vous avez noté, j'ai dit en passant, l'enfant a le droit de connaître, mais dans la mesure du possible. Et il a parfois été soutenu, y compris par des rapports officiels, que dans la mesure du possible signifiait que le législateur était libre de ne pas tenir compte de ce droit. Mais la formule « dans la mesure du possible » ne renvoie pas du tout à la volonté du législateur de déroger au principe. Dans la mesure du possible, ça renvoie de toute évidence au cas où, pour cause de guerre, par exemple, pour cause de déplacement de population, l'enfant est séparé de sa famille, et donc il y a un obstacle pratique qui est mis à l'établissement de liens entre l'enfant et ses parents. Mais ça ne peut en aucun cas justifier que le texte soit mis à l'écart pour le bon plaisir du législateur. Ça ne me paraît absolument pas raisonnable. De même, il est parfois soutenu que quand le texte dit que l'enfant a le droit de connaître ses parents, le texte n'ajoute pas parents biologiques. Et que donc, ça peut aussi bien renvoyer aux parents d'intention, aux parents qui sont parents en vertu de ce projet parental que j'évoquais tout à l'heure. Ça ne résiste pas à l'examen. Quand on sait comment a été élaborée la Convention de New York, c'était à une époque où ces questions de PMA ne se posaient pas du tout, et il est absolument évident que l'intention des rédacteurs était bien, en visant les parents, de viser les parents biologiques. D'ailleurs, le texte même le démontre à suffisance. Il dit « l'enfant est enregistré dès sa naissance ». C'est bien le fait biologique de sa naissance qui est pris en compte. Et ensuite, on dit qu'il a le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. Quel sens aurait ce droit s'il devait s'appliquer à des parents d'intention qui seraient parents uniquement parce qu'ils l'ont voulu, parce qu'ils ont formé un projet parental? Ça reviendrait à dire « l'enfant a le droit d'exiger de connaître ses parents qui ont voulu être ses parents ». Si ses parents ont voulu être ses parents, reconnaître à l'enfant un droit de les connaître n'a, en logique pure, aucun sens. Donc de quelque côté qu'on la prenne, cette disposition me paraît faire échec à la généralisation de la PMA. Ramener au cas français, pardon de terminer par le cas français, ça veut dire qu'on peut très bien admettre que dans le système actuel, pour des raisons médicales, il soit fait, le recours à cette pratique soit légitimé, mais il sera bien difficile, me semble-t-il, de rendre compatible cette généralisation avec cette convention internationale des droits de l'enfant. Voilà les raisons qui font que, indépendamment de la question concrète et ô combien importante de l'accès aux origines, la question se pose bel et bien en amont de savoir si la généralisation de la PMA et ce qui vient derrière, la GPA, sont bien compatibles avec les conventions internationales. Je vous remercie de votre attention.